Alors aujourd'hui, je reçois Rachel Kizakanin, qui est musicienne, qui travaille à Zurich. Elle fait entre autres partie d'un groupe de musique de chambre qui s'appelle Ameraldi et qui propose des interprétations musicales en rapport avec une exposition temporaire. Elle va nous en parler bien mieux que moi. Je vous propose d'écouter Rachel Kizakanin. Bonjour Rachel. Bonjour Leslie. Si j'ai fait appel à toi, c'est que tu as créé une partie de la musique pour le podcast. Oui. Alors, étant violoniste, j'ai créé mon trio, donc violon, violoncelle, piano. Il y a déjà 4 ans de ça exactement. C'était une très très belle rencontre tout d'abord avec Diane Lambert, ma violoncelliste. Et puis le trio a subi quelques modifications. Et aujourd'hui, on pourrait dire pas vraiment, on peut pas dire qu'on est extrêmement connu, parce que dans le monde de la musique, avoir un groupe de musique de chambre connu à long terme, ça prend au moins une dizaine d'années, donc ça prend énormément de temps. Donc ça passe évidemment par la création d'un site, tout ce que tout le monde connaît, une page Facebook, etc., etc. Mais ça passe surtout par une énorme démarche culturelle régulière. Au sein de structures culturelles, donc comme des musées, Attends, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que régulièrement, tu te présentes au musée ? Absolument. Donc c'est pas forcément que dans les musées, c'est une partie du projet que en ce moment on veut mettre en place. Donc on aimerait en fait allier donc la musique à l'art. Pour faire court et concis, le problème de d'un groupe actuel de musique de chambre classique, c'est que, soyons clairs, les gens ne sont pas intéressés. Ce n'est pas du tout. Voilà, les gens sont aujourd'hui intéressés. Ça fait plus partie de notre culture quotidienne, de faire la démarche, de se dire voilà, j'ai envie d'aller écouter un concert classique, soit un concert d'orchestre, soit un groupe de musique de chambre. Donc je rappelle, un groupe de musique de chambre, c'est un groupe qui réunit entre 2 jusqu'à 5 personnes. Et ce n'est plus du tout dans les mœurs actuelles. Alors beaucoup moins évidemment en France, ça l'est encore en Allemagne, mais malheureusement ça se perd également. Donc aujourd'hui, les gens sont plus préoccupés à aller voir plutôt un match de foot, aller au restaurant. Ouais. On va pousser un peu plus loin au cinéma dans le monde culturel. Majoritairement, ça s'arrête là. Okay. Donc ça c'est un problème. Et alors pour sensibiliser donc les personnes, parce que c'est quand même un répertoire, le répertoire de la musique classique est extrêmement vaste. Ça veut rien dire de dire j'aime la musique classique, hein. Aimer la musique classique, on peut aimer la musique baroque, on peut aimer la musique classique, donc Mozart, Haydn, etc. On peut aimer la période romantique, la période moderne, la période contemporaine, enfin c'est comme dans l'art. Donc resensibiliser les gens, et puis surtout la nouvelle génération à s'intéresser à cette culture musicale, c'est un énorme challenge actuel en fait. Déjà, les orchestres actuels ont du mal à survivre financièrement au niveau des sponsors. Alors, tu peux bien imaginer qu'un petit groupe entre 2 et 5 personnes, il faut déplacer des montagnes. D'où l'idée là actuelle que bien qu'on ait fait des concerts, bien qu'on ait trouvé des organismes ou des organisateurs de concerts qui nous proposent des contrats, mais c'est quand même, on peut pas vivre que de ça. C'est vraiment un plus dans ma vie musicale, hein. Pour rester actif dans le réseau culturel. Là, on est en train de mettre en place, par exemple, c'est un des projets qu'on trouve intéressant et qui peut être vraiment fascinant même, je pense, pour les musées. Donc, d'essayer de mettre en parallèle. Simplement, voilà, ils font une exposition. Quel type de musique dans le répertoire vaste que l'on a, quel type de programme on pourrait proposer pour mettre en valeur une exposition et donc créer une parallèle culturelle entre la musique et l'art, quoi. D'accord. Et donc, toujours dans la musique classique. Alors oui, le trio avec piano, ou au piano trio, on dit encore en allemand au clavier trio, hein, c'est un répertoire extrêmement vaste, donc il y a tellement à jouer, il y a tellement à proposer que, bien sûr, on pourrait toujours aller encore dans la création. Il y a aussi beaucoup de groupes qui travaillent avec des compositeurs actuels. C'est pas aussi quelque chose qui est complètement impossible ou voilà, c'est pas notre grande priorité actuelle. Alors pourquoi pas, c'est pas irréversible, on n'a pas pris de décision là-dessus, mais parce que ce qui me paraît ce qui est étrange, c'est que la musique, j'ai l'impression, contrairement aux arts visuels, il n'y a pas eu de rupture. C'est-à-dire que dans les arts visuels, on a quand même eu cet énorme choc qui a été l'invention de la photographie,
qui a fait qu'il y a une rupture très nette à partir de là. C'est-à-dire que, à un moment donné, les peintres pouvaient plus gagner leur vie avec la peinture, et du coup, les artistes visuels ont été amenés à faire d'autres choses. Donc ça a commencé avec tous les mouvements, impressionnisme, fauvisme, tout ça, jusqu'à arriver à l'art contemporain. On a eu quand même la même évolution au niveau de... Tu trouves? Ah, au niveau de la musique, on était juste décalé par rapport à vous. Okay. C'est-à-dire que la part de l'art avait constamment, je dirais, 30 ans d'avance. D'accord. Voilà. Mais on a eu exactement les mêmes, enfin, c'est pour ça, d'où l'intérêt de notre idée, de pouvoir mettre en parallèle. Je sais pas, si on représente un Monet, si on représente une exposition impressionniste, moi je vais penser à Debussy, bien sûr, Ravel et compagnie. Et si t'as une expo d'art contemporain? À part Nicolas Cage? À part Nicolas Cage, il y a tellement à faire. Moi, je suis française, alors forcément, je vais quand même, je vais penser à Boulez, je vais penser. Et ça fait partie de votre registre? Oui, il y a toute une panoplie de compositeurs. C'est très large et même à l'heure actuelle, on n'a pas la prétention nous-mêmes, même en tant que musicien, de tout connaître et de tout jouer. C'est pratiquement impossible. Finalement, on n'est pas dans la création. On est artiste-interprète. Oui, il y a cette grosse différence aussi par rapport aux arts visuels. En tant qu'interprète, par exemple, un peintre, tous les peintres ont fait réaliser des tableaux par leurs élèves, de tout temps. Et pourtant, dans l'art, il y a cette défiance de dire « ouais, mais c'est pas lui qui l'a peint », alors qu'il l'a orchestré. C'est pas lui qui l'a peint. Alors que dans la musique, il y a quand même moins cette défiance-là, non? Moi, je trouve aussi. C'est quand même plus souple. Et après, je pense que faire des créations, moi, j'en ai fait. J'ai créé, par exemple, fait différentes choses, mais là, ce qui me vient en tête, c'est le concerto de Carl Fiorini pour violon. Je me souviens très très bien. C'était extrêmement intéressant. Créer une œuvre, ça peut être une très très belle aventure parce que c'est une très belle rencontre avec un compositeur qui est vraiment dans la création de son œuvre, qui n'est pas sûr, comme la plupart des compositeurs, comme la plupart aussi des peintres, qui n'est jamais sûr de finalement de la valeur de sa pièce, ou de la valeur de ce qu'il va pouvoir vraiment entendre aussi de son œuvre. Donc c'est une grande découverte, c'est beaucoup d'émotions de pouvoir travailler avec un compositeur. Là, je parle évidemment encore de mon registre musical, mais oui, c'est comme ça peut être à l'inverse problématique, puisqu'il y a aussi, puisque je travaille avec différents orchestres, et malheureusement, il y a beaucoup. À partir du moment où il y a un orchestre, on est au minimum 30 à peu près, et c'est très difficile du coup de convaincre qu'on n'est plus dans un rapport intime. Donc il faut avoir beaucoup de courage, beaucoup de patience pour pouvoir s'adresser à 30 musiciens. Voilà, bonjour, voilà ce que j'ai composé, et on y va, on essaie de créer ça, et ça dépend bien sûr. Moi, ça marche très bien en général de manière intime. Après moi, les orchestres, je travaille, j'ai pas une position solo, donc je n'ai pas la possibilité de dialoguer directement avec le compositeur. Donc moi, j'étais beaucoup plus dans une place d'observation. Au moment où j'ai vu se présenter un compositeur et s'adresser à un orchestre, j'étais dans l'observation où je devais jouer, faire mon travail, mais je n'avais pas la possibilité de m'exprimer verbalement. Donc malheureusement j'ai vu beaucoup aussi de personnes qui lors de travail comme ça qui n'étaient pas du tout en accord avec le compositeur, manque d'ouverture ou vraiment complètement en décalage, incompréhension de l'œuvre. Il est vrai qu'il y a aussi beaucoup de compositeurs qui ne le sont très franchement pas. Tu veux dire que les compositeurs font pas leur job de compositeur? Non, ne le sont pas compositeurs, comme il y a beaucoup de chefs d'orchestre qui sont chefs d'orchestre comme moi je pourrais être, je ne sais pas, botaniste. et voilà. Et donc ça c'est un grand problème aussi. Dans tous les milieux, on est confronté à j'aime pas trop ce mot de charlatan, mais on est confronté quand même à des personnes qui sont plus ou moins, voilà exactement, une certaine incompétence, j'ai envie de dire une certaine limite professionnelle. Ça c'est une grande polémique actuelle, mais qu'il faut prendre en compte, je pense, dans le monde culturel en général. Il y a un gros problème d'argent, on pourrait dire, donc des subventions, des contacts. Ça marche comme ça beaucoup aussi en politique. Quelqu'un qui n'est pas forcément compétent, mais qui va prendre une place. L'humilité artistique aujourd'hui, je dirais, n'existe presque plus. On est dans
dans un cercle de marketing, de business. C'est ces mots-là qui nous viennent à l'esprit, mais on n'est pas dans une connaissance culturelle comme il y a encore 50 ans, où les personnes savaient ce qu'ils allaient entendre quand ils se déplaçaient à un concert. Hein, ils avaient entendu au moins une fois dans leur vie le mot de Mozart, de Schubert à peu près, de Brahms, Mendelssohn. Ça leur disait quelque chose. Il y en avait que ça leur disait beaucoup plus, et puis il y en avait qui avaient quand même fait une culture un peu. Voilà. Alors c'est pas si élitiste qu'on ne le pense, mais c'est comme si oui, on pouvait parler que de Picasso, quoi. Disons que on part du principe que pour qu'un public puisse apprécier une œuvre contemporaine, doit indéniablement avoir un bagage culturel. Ça paraît pratiquement incommensurable de pouvoir apprécier une œuvre actuelle, une œuvre contemporaine qui vient d'être, je dis pas que c'est pas interdit, mais disons que on pourrait s'en moquer facilement. Voilà. Et est-ce que tu crois que c'est justifié, ça? Non, moi je trouve pas. Moi je trouve que c'est dommage. Toi, tu crois que sans... Moi je trouve qu'on a le droit d'apprécier une œuvre contemporaine sans forcément connaître Schubert. Moi j'écoute plus de Schubert, donc je parle plus de Schubert, mais mais voilà. Oui, bien sûr. Pourquoi quelqu'un qui n'y connaît rien en art et puis qui va visiter une exposition sur Dali, pourquoi il pourrait pas apprécier une œuvre de Dali alors qu'il pourrait tout aussi apprécier une œuvre de Rousseau, alors que c'est deux univers complètement différents, comme il pourrait apprécier un triptyque et puis être fasciné par une composition religieuse, alors que ça n'a absolument rien à voir, et sans avoir aucune connaissance. Pourquoi pas? Alors tout à l'heure tu parlais de subventions et de réseaux artistiques. Est-ce que tu t'es installé en Suisse parce que c'était plus simple pour ce que tu faisais dans ce pays-là? Et la deuxième, c'est, je te les donne parce qu'après je vais les oublier, c'est comment ça marche les subventions dans la musique? Alors bon, la première, c'est une question personnelle. Moi, je me suis pas du tout installée par choix ici. J'ai fini mes études par hasard à Bâle. Ouais. Et j'ai trouvé du travail très facilement ici. Et puis, je dirais moi, ce qui m'a donné envie donc de rester en Suisse après et de pas revenir en France. Bon, c'est la mentalité. Hein. Ouais. C'est-à-dire que malheureusement, j'ai été confrontée. J'ai pu travailler avec l'orchestre de Strasbourg un peu et l'orchestre de Toulouse. Et bon. J'ai été choquée de l'attitude hautaine, déplaisante et j'irais jusqu'à dire parfois exécrable des musiciens français dans les orchestres. Voilà, moi c'est vrai que j'ai eu la chance d'être boursière et de pouvoir faire un master à Londres spécialisé dans les orchestres. Enfin, la chance, bien sûr, financièrement là-bas d'être boursière parce que j'aurais pas pu subvenir à 2 ans de master à Londres. Mais aussi la chance là-bas parce que c'est le pays, avec l'Allemagne, on peut avoir vraiment une éducation précise et constructive de musiciennes d'orchestre. Là-bas, il y a vraiment un respect mutuel des musiciens. Bon, je suis pas française de pur souche, j'ai aussi des deux côtés une culture assez élargie, donc je pense que ça m'a un petit peu poussée. Ça n'a pas été difficile pour moi de m'écarter de la France. Étant donné que j'avais eu la chance donc de faire un master à Londres et puis de finir mes études en rencontrant, j'ai toujours un peu mon maestro parce que c'est là, ça l'est encore, c'est un peu encore mon maître, Raphaël Oleg, qui enseignait par chance donc à Bâle. J'ai pu finir mes études là-bas et je me voyais plus du tout. Je serais bien restée à Londres, le problème c'est qu'il y avait pas de travail là-bas. Et donc voilà, j'ai fini mes études en Suisse et puis j'ai adoré. Pour ces raisons-là, j'ai trouvé que surtout la Suisse alémanique, pas la Suisse romande, mais la Suisse alémanique avait ce côté beaucoup plus respectable. Oui, respectable entre nous. Alors personne n'est parfait, il y a pas d'orchestre qui est parfait, ça n'existe pas, mais il y a quand même une certaine décence. Voilà. Et pour les subventions,
Pour les subventions, alors c'est très compliqué parce que ça dépend ce que l'on fait en musique. Hein. Donc par exemple, il y a les subventions donc pour les écoles, ce qui est subventionné par l'État, enfin c'est tout ce qui est public. Hein. Et pour les orchestres, ça dépend. Voilà, pour les orchestres, ça peut être aussi mix, ça peut être donc des partenariats privés, partenariats publics. Est-ce que tu sens des différences institutionnelles entre la Suisse et la France ou Londres? C'est beaucoup plus privatisé en Suisse, hein, en général. Pour un petit pays, je trouve qu'il se passe beaucoup de choses culturellement. J'ai envie de dire que c'est plus qu'une impression que j'ai, que les Suisses sont beaucoup plus sensibles culturellement actuellement que la France sur le plan culturel. Ouais. Pour moi, à la base, peu importe l'art que l'on pratique ou l'art qui nous intéresse, qu'est-ce que c'est que l'art en fait finalement? L'art, c'est juste une possibilité de penser autrement, de s'intéresser autrement, de développer une vision qui peut être autre, de nous arracher un peu de notre quotidien, de nous faire rêver. Enfin, il y a tellement de possibilités en fait. Sans l'art, on pourrait pas vivre. Hein. J'ai pas la prétention de dire que je suis une artiste, mais je veux dire, on n'est qu'un petit pion on se met au service d'un art spécifiquement. Mais pour moi, un artiste, c'est quelqu'un de complet. C'est quelqu'un qui peut parler un petit peu de danse, qui peut parler un petit peu de poème, qui peut parler un petit peu d'art. Ce qui me chagrine un petit peu aujourd'hui, je trouve très très problématique, et c'est pourtant j'ai eu la chance d'avoir vraiment une éducation musicale extrêmement stricte, dont ma foi j'en ai un petit peu souffert quand j'étais un petit peu plus jeune, mais que je remercie de tout cœur aujourd'hui, parce que voilà, j'ai reçu des cours d'esthétique, d'art. J'ai reçu des cours d'harmonie, donc j'étais capable de composer quelque chose, j'étais capable de faire un minimum de parallèle entre l'art, et puis après je me suis dit bah oui, ça a développé ma curiosité, bien sûr, j'avais envie d'aller dans les musées, mais pourquoi ci, pourquoi ça, mais pourquoi la danse là comme ci, bon voilà, c'est et ça c'est une dimension qui se perd énormément aujourd'hui. Moi je vois le peu que j'enseigne, parce que je ne suis pas prof dans un conservatoire, mais le peu que j'enseigne en privé, c'est une catastrophe. Il y a voilà, je veux faire du violon, donc j'apprends le violon, donc c'est tout. Voilà, le violon c'est juste un objet, un instrument où on va pouvoir faire et mettre à son et puis jouer, et puis bon voilà. Alors bien sûr que ça s'arrête au début, ça s'arrête à ça, on est d'accord, parce que c'est quand même un instrument complexe, mais je crois que tous les instruments sont plus ou moins complexes. Et donc là, d'accord, c'est la base, c'est déjà quelque chose de incroyable de pouvoir apprendre à jouer un instrument. C'est déjà, ça démontre une certaine curiosité, mais dans l'absolu, c'est pas si intéressant. Hein. Ce qui développe une curiosité, ce qui développe une envie, une motivation d'apprendre un instrument, et moi, c'est ce qui m'a nourri depuis mon plus jeune âge, c'est de dire mais moi j'ai envie de jouer cette œuvre parce que c'est cette œuvre qui m'inspire, parce que ça je trouve ça incroyable, et pourquoi, et pour voilà, par exemple nous ce qu'on essaie vraiment de proposer aussi dans nos concerts de piano de piano trio, c'est comment il s'appelle ton trio? Trio Ameraldi, a une âme, et puis après c'est un mix un peu de nos trois prénoms. Ameraldi parce que c'est international, parce que c'est voilà, c'est ça passe bien et qu'on retient bien. C'est un minimum de présenter un petit peu les œuvres. C'est aussi un gros problème. Faut pas oublier que la musique de chambre, pourquoi ça s'appelle la musique de chambre? Hein, c'est parce que la musique de chambre était jouée autrefois dans la chambre du roi. Donc c'est pour ça qu'on dit la musique de chambre. Hein, mais il y avait un dialogue entre le roi et les musiciens. Les musiciens étaient au service du roi, voilà, il venait, il avait envie d'écouter du Mozart, du Haydn, du peu importe, à ce moment-là, il venait présenter une œuvre, et c'était une manière à lui de le distraire, de l'inspirer avant de lire un livre, de faire l'amour ou de prendre une décision politique. C'était vraiment comme ça. C'était donc, et ça faisait partie intégralement de sa vie quotidienne. Et donc c'était impensable pour lui de pas pouvoir goûter un petit peu quelque chose de musical dans sa vie. Hein, ouais. Bon voilà, ça c'était vraiment. Bon, le grand avantage, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus réservé au roi. c'est plus réservé au roi, donc heureusement, voilà, c'est exactement. Mais aujourd'hui, c'est réservé à très très peu de personnes, et à trop peu de personnes, puisque du coup, ça se perd. Sauf que là, c'est une barrière psychologique et plus monétaire, quoi. Voilà, et c'est pour ça que on aime bien, par exemple, faire une présentation, de dire, ben voilà, on va jouer cette œuvre-là. Puis avant de commencer, on peut lire un programme, mais la plupart du temps,
quand les gens vont au concert, ça demande déjà tellement d'attention d'écouter une nouvelle œuvre, etc. C'est comme dans un musée, des fois, on est fasciné par une peinture, on sait pas pourquoi, on n'y connaît rien du tout. Et puis on n'a pas forcément envie encore d'écouter l'audioguide pendant je sais pas combien de temps, mais on serait ravi d'écouter quelqu'un juste pendant 2 minutes parce que cette personne connaît très bien cette peinture. Et le plus de commentaires que j'ai pu recevoir, c'était justement cette parallèle qu'on pouvait offrir au public avec quelques mots. Voilà, quand on joue le 8e quatuor de Shostakovich, on a juste besoin de dire il a composé ce quatuor sur les ruines de Dresde, alors que Dresde a été complètement bombardé et ruiné par les bombes. Bon, voilà, ça suffit déjà. On s'imagine le compositeur. On est à un endroit précis. Chacun s'imagine sa vision. Bon, on peut pas s'imaginer que quand on va commencer l'œuvre, on va commencer en do majeur, quoi. Et c'est ça, je pense, c'est ça qui est intéressant dans l'art, c'est de faire passer une émotion, de se sortir un peu de notre cadre là. Et aujourd'hui, ce qui est dommage, c'est que l'art n'a plus sa place. Et je pense que c'est pas que l'art musical, là je m'écarte aussi de moi de ma vie, mais c'est pas grave, mais l'art n'a plus sa place parce que les gens sont confinés perpétuellement dans le matérialisme, dans la peur de ne pas pouvoir vivre décemment, donc la peur de manquer d'argent, donc toujours est-ce que j'ai une voiture suffisamment correcte pour pouvoir subvenir à mes besoins, est-ce que je gagne suffisamment d'argent, donc il y a ce côté vraiment lucratif, matérialiste, superficiel quand même de l'être humain. Et paradoxalement, finalement c'est les gens qui ont le plus d'argent qui sont le plus cultivés et qui sont le plus à même d'acheter une œuvre ou de s'offrir un concert pour une musique de chambre, tu vois. Oui et non, puisque beaucoup de concerts sont complètement accessibles, gratuitement. Mais effectivement, l'argent reste un frein à la culture, ça on est d'accord. Bien que je trouve que, les prix, et même en vivant à Zurich, les prix qu'ils proposent aux étudiants pour aller voir une exposition ou pour aller voir des concerts gratuits, il y a énormément de possibilités. Donc je crois que ça peut être une barrière, mais que ce n'est vraiment pas la vraie raison. La raison maîtresse en tout cas de. Pour toi, la barrière elle est psychologique. Pour moi, la barrière elle est psychologique. Donc à partir du moment où on s'intéresse et on se donne le droit de devenir musicien, on peut pas se dire simplement voilà, donc là je vais apprendre mes 12 positions sur le manche de mon violon et c'est ce qui fait d'ailleurs une grosse différence. Il y a des violonistes que je connais qui sont incroyables techniquement, de loin bien meilleurs que moi, mais que c'est absolument pauvre musicalement parce qu'il y a rien à dire. Parce qu'ils n'ont aucune idée de l'œuvre qu'ils sont en train de jouer. Donc on peut pas parler d'interprétation. J'ai envie d'utiliser le mot là. On parle de robotisme plutôt. Voilà. Donc là je suis capable d'interpréter ça. D'accord, mais qu'est-ce que ça apporte, hein? Puis c'est très égoïste. J'apprends à jouer d'un instrument pour moi en fait. Sinon pour qui? Tu veux dire que si un musicien ne met pas de lui dans son interprétation, c'est égoïste? Ne met pas de ses connaissances. Parce que de lui, quelque part, oui, bon, c'est clair qu'il y a une partie de la personnalité. Ça, c'est vrai qu'il y a toujours une touche personnelle. De toute façon, dès qu'on parle d'interprétation, on parle de subjectivité. C'est clair. Mais ce qui fait la différence, on se rend compte toujours de la qualité et de l'intelligence d'un musicien par son interprétation. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai compris avec Raphaël Oleg, et c'est pour ça que je l'appelle mon maître. C'est qu'il me dit, mais est-ce que tu sais un petit peu la musique que tu joues là? Est-ce que ça, c'est un conseil que tu donnerais à n'importe quel artiste, peu importe? Oui. J'ai envie de dire, soyez d'abord à l'écoute d'un artiste si vous voulez le comprendre. Et si vous voulez oser l'interpréter et en parler ou l'évoquer. Ça peut être dans un écrit, ça peut être verbalement, ça peut être sur un instrument de musique. Je pense que pour créer, par contre, quelque chose d'intéressant, il faudrait davantage de connaissances culturelles. Pour moi, c'est comme si on me disait, dessine quelque chose, crée quelque chose, mais si je n'ai aucune base, je veux pas pouvoir créer quelque chose d'intéressant.
Oui, créer, c'est un monde complètement à part, mais un monde qui requiert énormément de savoir. Quand tu écoutes une musique de chambre, bon déjà ça casse un peu la routine, tu n'écoutes pas ça tous les jours, surtout en vrai. Ou quand tu te retrouves devant un tableau quel qu'il soit, ou devant une sculpture, ou devant une performance, ou un cirque contemporain même, tu es pas nourri immédiatement et de manière bourrative, tu vois, c'est un petit peu flottant. L'ennui peut venir parce que... Par le fait de ne pas savoir et de ne pas comprendre. Par le fait de ne pas savoir, de ne pas comprendre, par le fait que l'art ne se donne pas immédiatement. C'est-à-dire et c'est ce qui est la beauté de l'art, c'est-à-dire que finalement on ne peut pas enlever à l'art la dimension du temps. Mais est-ce que tu crois pas que l'art est d'abord, enfin pour moi une clé essentielle, c'est de pas oublier que l'art est une source d'émotion. Quand on parle par exemple d'un comique, on va chercher le rire. C'est un artiste comme un autre, un humoriste. Oui, mais avant d'avoir le besoin d'aller chercher une émotion, d'aller chercher un artiste, plus exactement, il faut se poser la question de quel a été le besoin de fabriquer de l'art. C'est-à-dire, tu vois, comment quelqu'un se dit non, je vais faire quelque chose qui sert à rien dans le quotidien et qui pourtant traverse le temps. Créer une musique ou répéter pour une musique, pour l'interpréter. Passer du temps à faire une peinture ou passer du temps à sculpter un couteau de chasse. Pour moi, je le vois vraiment comme ce qu'on donne en échange de ce qu'on a pris. L'humain fait de l'art comme une offrande, tu vois. Oui, mais ça j'ai cette vision-là aussi, complètement. D'ailleurs, je pense que c'est que cette vision qui abrite notre liberté d'expression. Ouais. Il y a aussi une dimension éducative. Dans l'art ? Avant de pouvoir parler d'art, je pense qu'il y a justement cette prendre le temps d'admirer une vue, prendre le temps d'admirer un moment, vivre un moment présent. C'est devenu parfois extrêmement difficile. Il y a beaucoup d'acquis qui se font dans le jeune âge, hein, on est quand même d'accord. Et je me souviens même très petite, voilà, je venais d'une maison un peu perdue dans la forêt, en pleine campagne, et pourtant je me lassais jamais de ce que ma mère m'a appris, par exemple d'un coucher de soleil. Elle me regardait, regarde comme c'est beau, regarde ces couleurs. Pourtant ma mère, très tardivement, elle n'a jamais mis les pieds dans un musée. Ouais. Hein, parce que voilà, c'était de là où je viens, il y avait certainement pas un musée. Je passais pour un extraterrestre, hein, en tant que violoniste. Je pense que même moi intimement, j'y croyais pas jusqu'au moment où je me suis dit oh peut-être bien quand même, mais dis donc au dernier moment, je me suis dit non, ça va pas le faire. Et puis finalement voilà, bon mais ça, je me souviens de ces phrases, je me souviens regarde, écoute. Voilà, aujourd'hui dans un truc de consommer. J'ai besoin de quoi, voilà, j'ai besoin de ça, donc on va regarder ce dont on a besoin. Puis c'est tout, mais on n'a pas besoin d'art. Ouais, enfin, on n'a pas non plus besoin. Il y a énormément de choses qu'on consomme dont on n'a pas besoin. Tu vois. Bien sûr, mais je veux dire à ça qu'on pourrait, et il y a beaucoup de gens qui se passent d'art en fait concrètement. Je veux dire le besoin entre désir, c'est ce que je fais la différence entre désirer quelque chose et avoir besoin de quelque chose. C'est cette espèce de nécessité. Oui, alors bien sûr, après, quand on parle de personnes qui sont complètement assouvies par un art, et ça devient une drogue, hein, c'est comme tout. On peut plus se passer après de ça, donc bien sûr, là, ça devient un besoin. Mais je parle dans notre vie actuelle, on ne peut pas dire, voilà, on a besoin pour vivre d'aller visiter un musée, on a besoin pour vivre d'aller écouter un concert. Et or, je pense que ça devrait l'être. Ouais. Ça devrait être un besoin pour conserver un esprit libre, un esprit qui pense, un esprit qui crée éventuellement. Et puis voilà. Alors, ce serait quoi ta solution, toi ?
Moi, je me mets à la place de quelqu'un qui n'a pas la chance de pouvoir mettre un art en valeur. J'ai beaucoup d'empathie. Quand je regarde une œuvre, je ne suis pas actif physiquement. Je suis passif physiquement. Mais je suis actif intellectuellement. Je suis obligée de faire travailler mes neurones. C'est ça la culture. C'est-à-dire que pour moi, acheter un iPad, ça ne va pas m'enrichir culturellement. Aller regarder une peinture, apprendre de cette personne, lire un livre, écouter un concert, ça va m'enrichir intellectuellement. Mais je suis passif physiquement. Je ne fais rien. Et c'est pour ça que je peux pas dire que l'art est superficiel. Et donc, pour toi, les gens ont du mal à donner de l'argent pour l'art, à donner du temps, à donner quelque chose en tout cas pour l'art, parce que c'est quelque chose dans lequel tu es passif. Oui, parce qu'il n'y a rien d'obligatoire, je ne dois pas connaître ça. Donc à partir du moment où il n'y a pas d'obligation, on n'est plus dans l'utilitaire. Ouais. On est dans le bonus. Et ce bonus culturel n'existe plus aujourd'hui. Par exemple, quand je cuisine quelque chose, je dois cuisiner quelque chose, je vais me forcer, je vais me débrouiller, je vais faire un plat de lentilles ou un plat de pâtes ou bref, voilà, parce que je dois manger, d'accord? Donc là, je suis dans l'actif. Par contre, ça m'est déjà arrivé, oui, dans le peu de temps libre que je peux avoir et quand j'ai des vacances, de m'imaginer, mais vraiment de m'imaginer cuisiner un truc. Et voilà, quand on regarde des chefs cuisiniers, mais ils sont beaucoup dans le passif. Ils sont beaucoup dans le passif. Ils ont leur propre potager. Ils sont là. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? S'imaginer ça, pourquoi pas un plat? Puis alors après avec ce goût, puis alors il y a une partie quand même un petit peu physique. Hein, tu vois, ils vont sentir une plante ou quelque chose, mais tout de suite après, ils vont limite dans un côté méditatif. Hein, donc ils vont encore une fois faire travailler leur méninge, si je peux me permettre là. En fait, ce que tu appelles le côté passif, c'est l'expérimentation en fait. C'est l'expérimentation, mais c'est l'imagination, c'est le pouvoir de la pensée. Quand quelqu'un va voir un concert ou une expo et que tu dis qu'il est passif, c'est que finalement, pour être actif, il faut qu'il expérimente, ça veut dire qu'il se laisse aller, quoi. Et donc, sans certitude qu'il se passe quelque chose, donc ça c'est hyper compliqué. Et de l'autre côté créateur, tu parles de ces chefs-là, eux ils vont essayer allier la nette avec telle baie, faire des essais qui seront pas concluants, réfléchir, revenir, poser, et ce qui fait que c'est ce truc en plus, le bonus comme tu disais tout à l'heure, c'est ce bonus qui est l'art, quoi, d'un côté comme de l'autre. Voilà, donc c'est le côté, soit on interprète, soit on revient à ça, c'est l'interprète ou créateur. Hein? Un chef qui crée un plat, il est dans son livre, il va vraiment créer quelque chose. Et moi, quand là j'ai joué il y a pas longtemps, en trio de Schubert, je suis complètement dans mon interprétation, mais je n'ai que en tête Schubert et lui et ce qu'il est faire. Bien que j'ai aucune prétention de dire que notre interprétation était correcte ou bonne ou suffisamment décente pour Monsieur Joubert. Hein. On a juste essayé de faire au mieux. Vous êtes les cuisiniers qui reproduisaient la recette du chef. Exactement. C'est deux métiers différents. C'est mon métier, donc c'est clair que je suis dans l'actif principalement. Quand je regarde une œuvre, une peinture, vraiment, il y a énormément de moments. Enfin, moi, pardon, c'est vrai, je vois beaucoup à Dali parce que j'adore Dali. Il y a eu beaucoup d'émotions et puis surtout, je trouve qu'il est fascinant. Il y a beaucoup de détails dans ses peintures qui m'inspirent énormément. Mais c'est ces moments-là qui vont nourrir quelque part inconsciemment, donc dans ces moments-là passifs où je suis en pleine contemplation, qui vont nourrir mes acquis musicaux. Au moment où moi je vais devoir agir, je vais me nourrir de ça. Et c'est cette nourriture culturelle qui est totalement vide. Ouais. À l'heure actuelle. Et ça, finalement, c'est la créativité, quoi. Et la créativité, elle n'est pas l'apanage de l'art. Enfin. C'est pas, ou d'accord, mais c'est pas que la créativité. Par exemple, encore une fois, quand je regarde une œuvre, je suis pas dans la créativité, d'accord?
Et puis quand je joue une œuvre, je suis pas non plus dans la créativité, mais ça m'inspire quand même. Donc je vais dire une maman qui n'a pas de boulot, mais qui va quand même, qui dit ben voilà, maintenant je vais me mettre à aller voir des musées ou à aller écouter des concerts. Ben, peut-être qu'elle sera inspirée justement, qu'elle va peut-être pas faire son plat de pâtes en fait le soir comme elle l'a toujours fait. C'est ça que je veux dire. Et c'est ça qui permet d'entretenir, si j'ose dire, un cerveau, j'allais dire gesund en allemand, mais un cerveau en bonne santé. Ouais. Et je pense que c'est une grande maladie de notre siècle, c'est de se rassurer perpétuellement avec le passé, de se répéter et avec nos acquis, et la peur de l'inconnu, la peur de pas savoir, la peur d'expérimenter. Il y a sûr, comme tu disais, l'expérimentation, la peur de créer quelque chose de nouveau ou d'aller un petit peu au-delà de ça. Mais bon, pour ça, faut quand même rester curieux. Ouais. Rester curieux. Et sans la curiosité, Bon, alors juste pour terminer, est-ce que tu peux présenter un peu ce que vous proposez aux musées et aux artistes potentiellement avec votre trio Ameraldi, pardon. Alors l'idée concrètement de ce qu'on a envie de proposer, donc c'est de se baser sur 3 musées différents. Un musée d'art moderne, un musée d'art traditionnel, on pourrait dire, qui regroupe, voilà. Et puis un musée éventuellement complètement contemporain, ou alors dans un art international, ça veut dire un art africain, pourquoi pas, quelque chose de complètement atypique. Et puis de regarder un petit peu ce qu'ils proposent comme sur l'année, sur les deux années à venir, ce qu'ils proposent comme exposition. Et donc de proposer un programme qui pourrait aller en adéquation avec cette exposition précisément. Ok. Et vous avez déjà des musées en tête ou vous proposez ça Ben là oui, bien sûr, Kunsthaus Museum à Zurich, ça j'aimerais beaucoup. Après moi mon petit coup de cœur et que j'adore, c'est la Fondation Beyeler-Rabal qui est extraordinaire, donc c'est pas très très loin. Et puis il y a beaucoup aussi, il y a quelques petites bon, je sais pas, là ça serait aussi peut-être une option, mais il y a quand même certaines galeries d'art qui pourraient éventuellement être intéressées à ça aussi. Mais bon, on entre malheureusement dans une dimension un peu financière aussi. Oui, bien sûr. C'est toujours pareil, trouver les fonds un petit peu, et même si on n'est pas non plus hors de prix et trop cher, il faut quand même pouvoir ça reste du travail énorme, de préparer un programme précisément qui va nourrir une exposition. Donc ça reste un projet, donc il faut quand même pouvoir trouver un minimum de fonds et pour pouvoir aussi voilà. Donc votre idée c'est de le faire en Suisse. Oui, bien sûr, c'est d'accompagner. Ça doit pas être que en Suisse, mais disons que dans l'absolu pour le moment, aussi sur le côté pratique, physique pratique, de manière géographique, ça serait déjà pas mal. Voilà. Ouais. Après, à voir. Et puis oui, ça sortirait un petit peu de notre quotidien. Donc voilà, Alex Stukalenko, notre pianiste, lui il est prof donc de piano, donc ça le sort de son quotidien d'avoir ce trio avec piano, donc proposer donc des concerts et de faire ce genre de projet. Hein, c'est comme un à côté, mais un à côté qu'on aimerait quand même qui puisse imposer un petit peu sur la longueur. Diane et moi on travaille principalement dans les orchestres. Donc là où c'est très, j'ai envie de dire, un peu réglementé, hein, on reçoit un projet, on reçoit des partitions, on les travaille à la maison, et puis on se voit avec les collègues en répétition d'orchestre, on nous demande de jouer nos notes, etc. Et je dis pas que c'est absolument que c'est pas intéressant, mais on n'est pas dans on n'est pas dans un projet actif, hein, on va apporter notre aide en jouant dans un orchestre. On apporte simplement une aide musicale à l'ensemble de l'orchestre pour jouer un programme d'orchestre. Hein. Donc, par définition, un orchestre, on a un peu comme cette idée un peu d'une nation. On n'est plus dans le même cas. Donc, c'est pour ça que l'idée de notre trio Ameraldi, c'est de pouvoir être actif autrement que la passivité orchestrale. En fait, ce qui vous fait vibrer, c'est de croiser les disciplines
et de nourrir cette curiosité pour vous et les autres. Voilà, de croiser, comme tu l'as très bien dit, de croiser différentes disciplines artistiques. Différents siècles aussi. Bien sûr, à travers un programme précis, musical. Et puis, pourquoi pas nous aussi proposer, découvrir aussi des nouvelles œuvres. Pourquoi pas, moi, là maintenant en te parlant, ça pourrait être aussi collaborer avec un compositeur actif et avec un peintre actif. Hein, on pourrait être que l'instrumentalisation entre ces deux personnes-là. Non, il y a beaucoup à faire, je pense. Tant qu'un esprit reste curieux et actif, c'est un esprit vivant. C'est un esprit vivant. Bah super, merci Rachel.